Bonjour à tous, bienvenue dans Pour tout vous dire. Événement majeur de l'année 2016, la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne a bousculé la vie politique du pays et du continent. Vu de France, la Grande-Bretagne est un des principaux voisins avec une frontière maritime. Les deux pays sont comparables en taille et en puissance. Ils entretiennent une relation ancienne complexe, mélange d'intérêts et de rivalités qui cultive et aussi beaucoup de clichés. Aujourd'hui, dans Pour tout vous dire, nous allons nous intéresser à cette relation et à ce que le Brexit pourrait changer en positif ou en négatif. Dans cette émission, je recevrai deux expertes, une économiste spécialiste de la zone euro et une journaliste qui travaille des deux côtés de la Manche. Vous allez les découvrir tout de suite. Et à la fin, dans la dernière partie, nous regarderons de plus près la question des étudiants britanniques et français avec le président de l'association Franco-British Connection, Jean-Pascal Sibiet, qui nous rejoindra en visioconférence. Alors bonjour à toutes les deux, Anne-Elisabeth Moutet et bonjour. Anna Boata. Anna Boata qui est avec nous en visioconférence, elle aussi. J'espère que vous nous entendez bien. Oui, bonjour, très bien. Parfait. Alors, je vais tout de suite vous présenter à nos téléspectateurs. Anna Boata, vous êtes une économiste spécialisée dans la finance et vous êtes directrice de recherche macroéconomique chez Euler Hermès, qui est une société française d'assurance crédit et qui est d'ailleurs leader mondial dans son domaine. Vous êtes reconnue pour vos analyses sur la zone euro et vous intervenez régulièrement dans les médias. Et vous, Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes une journaliste, une éditorialiste pour le Daily Telegraph et vous commentez l'actualité en français et en anglais sur plusieurs chaînes de télévision françaises et internationales. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on se préparait au pire depuis 2016, finalement. Comment voyez-vous la situation depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle le Royaume-Uni est sorti du marché unique et de l'union douanière? Je vais peut-être commencer par vous, Anne-Elisabeth Moutet. Eh bien, c'est compliqué. Et c'est compliqué d'abord parce que le Covid complique tout, mais c'est aussi compliqué parce que, je suis sûre qu'on va en parler bientôt, le Brexit avait plusieurs sujets de négociation qui ont finalement été traités en fin de parcours après toute une série d'atermoiements, de faux rendez-vous, de mauvaises de postures prises et par les Britanniques et aussi un petit peu par le négociateur européen, et que le deal qui a été vraiment arraché le jour de Noël à la dernière minute, a été un deal qui a assuré une circulation libre des biens, mais pas des services, et en particulier pas des services financiers. Et tout ceci doit être réexaminé au fur et à mesure qu'on trouve des accords pour chacune des activités sur lesquelles non seulement il y a des accords à trouver avec le bloc, mais sur certains cas, il y aura des accords à trouver avec chacun des 27 pays. Tout ça, c'est pas terminé, il y en a pour des années probablement. Et on va voir comment ça s'arrange. Alors donc, un Brexit dur a été évité au dernier moment, comme vous le faisiez remarquer à l'instant. Le 24 décembre, les deux parties ont trouvé un accord régissant leurs nouvelles relations commerciales et permettant la levée des barrières douanières et des quotas. En quoi cela pourrait-il permettre de limiter les dégâts, Anna Boata ? Écoutez, le fait qu'on a évité un Brexit dur, c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on a évité une dépréciation de la livre très forte qui aurait pu être de plus de 10%. Et quand on sait à quel point les Britanniques sont dépendants des importations, on peut dire qu'on a limité la casse d'un point de vue hausse de l'inflation, hausse des prix à l'importation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on a aussi évité les barrières tarifaires, même si le Royaume-Uni a négocié des nouveaux tarifs à l'OMC. Donc, on n'était plus sur du 5% en moyenne comme l'Union européenne, mais plutôt 3%. Ça fait quand même moins de dégâts. Après, ce qu'on n'a pas évité, ce sont ces barrières non tarifaires. Donc, tout ce qui est contrôle à la douane, bureaucratie, homologation. Et ça, en fait, si on le transmet en tarif, tout simplement, ça fait à peu près 10%. Et c'est là où, en fait, finalement, les Britanniques ont été assez intelligents, dans le sens où ils ont fait un Brexit partiel, puisqu'ils étaient conscients du fait qu'ils n'avaient pas encore tous les moyens pour fluidifier ces contrôles à la douane. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pendant 6 mois, ils se donnent 6 mois
avant d'implémenter des vrais contrôles à la douane sur le modèle de l'Union européenne. L'Union européenne, elle, n'a pas pris ce temps, donc elle contrôle tous les biens qui rentrent en Union européenne en provenance de l'Angleterre. Et donc, du coup, évidemment, on a cette divergence de procédure qui fait que la sortie des biens, elle est beaucoup plus compliquée. Donc, pour l'instant, l'impact, il n'est pas très visible parce que c'est aussi le confinement et on sait en Angleterre, bon, au Royaume-Uni, les magasins ne sont pas ouverts, donc ils vont ouvrir plutôt en avril. Donc, c'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on verra beaucoup plus de disruption qu'en ce moment. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore la vraie situation des échanges de biens entre le continent et puis le Royaume-Uni. Oui, on attendra un peu pour le savoir. Anne-Elisabeth Moutet, vous qui avez un pied dans les deux pays, si je puis dire, quel est le sentiment dominant d'après vous aujourd'hui en Grande-Bretagne ? Eh ben, le Brexit a divisé les Britanniques quand il y a eu ce vote en 2016, et je crois qu'ils ne sont pas réconciliés. Et ça rajoute tout de même de la complexité à une situation politique et sanitaire difficile. Et en même temps, on va faire du macronisme, je dirais que là, le début de la crise Covid a été très mauvaise pour les Britanniques, mais ensuite il y a eu ce choix rapide et national de la vaccination à tout prix. Et ça, c'est conçu et c'est perçu par tout le monde, même les anti-Brexit, comme étant une grande réussite. Et tout ceci, ça crée une espèce de sentiment à la fois de fierté nationale et de cohésion nationale qui transcende un petit peu les effets du Brexit. Et d'autre part, le fait que la Grande-Bretagne a maintenant vacciné 27% de sa population et que l'Union européenne en a vacciné seulement 6% et la France 4%, il y a aussi l'impression que si on s'était plié aux exigences d'un programme où tout le monde devait débuter à la même date, même des pays qui étaient prêts depuis plusieurs semaines comme l'Allemagne, c'est après tout, il y a des avantages à ne pas avoir brexité. Et c'est la première fois qu'on voit quelque chose qui implique la nation dans son ensemble, qui montre des aspects positifs du Brexit, autrement que pour les gens qui ont voté pour le Brexit, une espèce de ressentiment politique plutôt que quelque chose de concret. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Et alors du côté de l'Europe, en revanche, qu'est-ce que vous voyez, vous, Anna Boata, d'après vous, est-ce que l'Europe souffre du Brexit ? C'est trop tôt parce que justement, ils bénéficient de cette transition de 6 mois. Donc, on verra à partir du mois de juillet. Le moment de vérité sur le transport de marchandises et pour les exportateurs européens viendra qu'à partir de juillet, si on parle du Brexit. De toute façon, il y a aujourd'hui des pertes qui sont liées au confinement et tout simplement à une moindre demande en provenance du Royaume-Uni. Mais par contre, effectivement, à partir du mois de juillet, on attend, nous, à peu près 10 milliards d'euros de pertes pour les exportateurs européens. Pour la France, c'est à peu près 1 milliard d'euros. Donc effectivement, puisqu'il y aura ces contrôles à la douane, qui vont faire que le transport de biens sera encore plus touché. Donc clairement, pour l'instant, c'est un peu tôt, mais je pense que les Européens, au-delà des marchandises, aujourd'hui, ils jouent la guerre des parts de marché sur les services financiers. Et on le voit aujourd'hui, l'Angleterre, en tout cas la Banque centrale, qui est quand même la seule qui s'exprime aujourd'hui. Donc on a fait une passation de Boris Johnson plutôt au gouverneur de la Banque d'Angleterre qui s'exprime sur la matière, qui ne sont pas contents parce qu'ils voient bien que la Commission européenne met de la pression aux principales banques qui se situent à Londres aujourd'hui pour rapatrier les principales opérations. Et surtout aujourd'hui, on a vu qu'il y a tout ce qui est trading en actions, en dérivés qui ont bougé à Amsterdam, mais pour l'instant, il y a une grosse partie qui est liée aux chambres de compensation des dérivés. Il y a aussi l'asset management. Il y a d'autres opérations financières qui n'ont pas encore bougé. Et même si aujourd'hui, il y a une transition qui durera jusqu'en mars 2022, ils veulent déjà commencer à faire du lobbying pour attirer ces services financiers. Donc, clairement, je vais peut-être laisser réagir Anne-Elisabeth Moutet. Je voyais que vous aviez apparemment quelque chose à nous dire. Il y avait deux possibilités pour les services financiers, si j'ose m'aventurer sur le terrain de Anna. Et l'une, c'était soit avoir le droit de passporting, c'est-à-dire que quand vous aviez une entreprise financière, une institution financière qui travaillait avec un des pays des 27, il pouvait travailler avec les 26 autres, dans toute l'Union européenne. Et puis la notion d'équivalence, qui veut dire que le système régulatoire dans lequel vous opérez essentiellement correspond à ce qu'on demande en Europe
ou dans la nation dans laquelle vous voulez travailler, auquel cas on vous donne une équivalence, mais cette équivalence est réexaminée. Et alors, je veux dire, encore une fois, les Britanniques opéraient jusqu'à il y a 1 mois et demi encore, enfin bon, presque 2 mois maintenant, et depuis plusieurs décennies, dans un système qui était parfaitement compatible avec le système européen, et on pourrait même arguer que leur système était plus compatible que par exemple celui du Luxembourg, qui est une nation de l'Union européenne, au point de vue régulation et au point de vue fiscal. Et l'idée qui consiste à dire ah non, on ne va pas vous le donner, il y a tout de même un élément, je dirais, de revanche ou de vengeance, enfin, qui est vécu. Bon, les Britanniques se disent c'est pas grave, on a une technicité qui fait que les gens vont rester chez nous. Mais l'Europe a décidé qu'elle rendrait ça difficile aux entreprises financières britanniques. Alors, moi, j'entends bien que toutes sortes de gens, des plateaux entiers de trading de certaines banques, par exemple françaises, la Société Générale, ont été rapatriés en France, que d'autres banques sont venues, mais il y a toutes sortes de choses où il y a peu de chances, malgré tout, qu'on puisse se passer de la spécificité britannique. Je pense que la place financière de Londres a des atouts, mais ça ne veut pas dire qu'on va lui rendre la vie tellement facile. Alors évidemment, la solution, ça consiste, pour par exemple des sociétés d'assurance, c'est bon, bah écoutez, on va avoir des succursales dans un pays européen, auquel cas cette succursale, de partir de Paris, je ne veux pas citer de nom par exemple de sociétés d'assurance, mais à partir du moment où ils ont un bureau à Paris ou à Francfort, ils peuvent, eux, travailler dans le cadre des règles européennes et avec la notion de passporting. Donc ce n'est pas quelque chose qui est insoluble. D'accord. Bon, très intéressant tout ça autour de la finance, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi d'économie et notamment ce qui va se passer pour nous ici en France. L'Hexagone serait le 3e pays le plus affecté par le Brexit, avec des pertes à l'export estimées à 1,9 milliard d'euros par an. Ce sont des chiffres qui proviennent d'Euler Hermès. Donc je vais vous poser la question à vous, Anna Boata. Pourquoi la France est-elle si impactée ? Tout simplement parce que le Royaume-Uni, c'est le 5e marché à l'exportation de la France, alors que ce n'est que le 8e à l'importation. Donc, on est clairement plus dépendant des exportations au Royaume-Uni. Après, bon, on est moins exposé que d'autres pays, comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas. Donc, effectivement, les pertes semblent élevées, mais il faut les mettre en perspective avec le montant total d'exportation. Donc, c'est à peu près 0,2 ou 0,3%. Donc, c'est vraiment très, très peu. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, on est sur des biens qui sont peu substituables. La France exporte quoi au Royaume-Uni? De la pharma, tous les produits agroalimentaires, un petit peu de tout ce qui est luxe, et puis après, on a l'auto, ou en tout cas des biens un peu plus industriels qui, eux, peuvent être un peu plus menacés si, par exemple, le Royaume-Uni négocierait un accord de libre-échange avec la Chine, par exemple. On sait très bien que le Royaume-Uni importe quand même beaucoup de la Chine, donc ils peuvent substituer certains biens industriels comme ça. Mais sur vraiment les cœurs, les biens cœurs, je pense qu'in fine, les Britanniques vont juste payer plus cher. Après, effectivement, il y a des pertes parce qu'il y a quand même une certaine élasticité quand il y a quand même 10% d'augmentation des barrières non tarifaires. Probablement qu'on va essayer d'acheter ailleurs et un petit peu moins cher. Après, ces pertes sont à court terme. Donc, il faut voir à moyen terme comment la livre va évoluer. On voit aujourd'hui qu'elle est plutôt en appréciation et très sous-évaluée. Donc, en fait, une appréciation de la livre peut diminuer cette hausse des coûts à l'importation et finalement rendre ces pertes à l'exportation des Français moins élevés. Donc, avec le temps, effectivement, ces impacts seront plus faibles, mais à condition qu'on ait en place des mécanismes qui fluidifient le transport de biens et surtout qui diminuent le prix vraiment final au consommateur. Donc, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un monde covidé quelque part et on a du soutien étatique de partout. Et donc, tant qu'on a le soutien étatique, il n'y a pas de grand choc à venir. Et c'est peut-être la bonne nouvelle du Brexit de 2021, c'est qu'on est dans un monde d'interventionnistes sans précédent. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle à moyen terme? On ne le sait pas encore et c'est ça ce qui craignent tous les économistes. Comment les gouvernements vont revenir à vraiment une économie de marché qui se régule toute seule? Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, les États interviennent, partent de la dette et donc ils arrivent à maintenir à flot l'économie. Donc ça, c'est un petit peu la vérité de 2021. 2022, c'est vraiment, on a un retour à la normale.
avec quand même un gouvernement britannique qui nous parle d'augmenter le taux sur l'imposition des sociétés à 23%. Il y a des choses qui vont se passer. Même à 23%, il reste compétitif par rapport à la moyenne européenne, parce qu'on est à 25%, mais quand même, on réduit un petit peu cette attractivité fiscale du Royaume-Uni. Et enfin, je pense que ce qui est important, c'est tout ce qui est force du travail. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a moins de forces de travail étrangères qui rentrent au Royaume-Uni. Donc ça, à moyen terme, ça peut mettre des pressions à la hausse sur les salaires et ça peut faire qu'effectivement, on peut avoir cette pénurie un petit peu de main-d'œuvre qu'on a pu voir sur les dernières années. Et donc, ça baisse encore une fois la compétitivité. Donc, on a ces deux aspects. Fiscalité, si vraiment ils veulent s'y attaquer parce qu'ils veulent consolider les finances publiques et parce que c'est un gouvernement conservateur. Et enfin, l'attractivité du marché de travail, s'ils n'y arrivent pas à la maintenir, ça va faire des gros goulots d'étranglement, à mon avis, pour pouvoir se réinventer une chaîne de valeur un petit peu plus indépendante, moins européenne. Donc voilà, c'est pas encore joué. Il y a des grandes chances qu'ils veuillent s'orienter vers ça. De toute façon, l'accord avec l'Union européenne leur interdit de trop importer. Donc, par exemple, si on importe plus de 45% d'une composante d'un bien pour le réexporter par la suite, on doit payer des taxes. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui dans ce cas-là, l'automobile, la chimie, l'électronique, forcément des secteurs qui importent vraiment plus que 45% du bien final. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir réinventer une chaîne de valeur un petit peu plus autosuffisante au Royaume-Uni. Et pour ça, on a besoin d'une fiscalité attractive et d'une main-d'œuvre qui soit qualifiée, qui soit là. Donc voilà, pour l'instant, on n'est qu'au début du chemin. Alors, on a vu qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais des opportunités pourraient aussi se présenter. Certaines entreprises ont déjà quitté Londres pour rester sur le territoire européen. Paris pourrait-elle retrouver son ancienne place de capitale du marché de l'art? Aujourd'hui, très nettement distancée par les États-Unis et la Chine, elle se hisse à la 4e place mondiale, loin toutefois derrière sa rivale britannique, 3e au classement. Mais le Brexit pourrait favoriser son retour en force sur le grand échiquier du marché de l'art. C'est du moins ce qu'espèrent les galeristes parisiens. Nous sommes allés rencontrer l'un d'entre eux qui dirige la galerie Paris-Beijing à Paris. Située dans le quartier du Marais à Paris, la galerie Paris-Beijing est un passage obligé des amateurs d'art contemporain avec son ouverture sur l'art asiatique. Son fondateur, Romain Degoul, avait lancé dès 2006 un premier espace d'exposition à Beijing, la capitale chinoise, en plein boom de l'art contemporain chinois. Son constat aujourd'hui, Paris a déjà commencé à profiter de l'incertitude qui plane autour du Brexit. Depuis une dizaine d'années, on constate effectivement un renouveau et on constate un regain d'intérêt pour la place parisienne, notamment de grandes institutions américaines et aussi de grandes galeries et de grandes maisons de vente. Si Paris reste loin derrière Londres en termes de dynamisme, elle peut espérer continuer à ravir quelques parts de marché à sa rivale britannique en tablant sur l'augmentation des taxes sur la circulation des œuvres liées au Brexit. Des grandes maisons de vente comme Christie's ou Sotheby's qui avaient tout établi leurs bureaux principaux ou leur deuxième bureau après New York à Londres se posent aujourd'hui clairement la question de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, étant donné que la législation en termes de droits de douane, de TVA va complètement changer, évoluer et peut même se durcir, alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, l'Union européenne représentait une aubaine avec ses 5% ou ses 5,5% de TVA sur l'importation d'œuvres d'art. L'ouverture prévue de nouveaux lieux culturels pourrait aussi contribuer à réenchanter l'offre parisienne et par la même occasion, booster le marché de l'art. Paris a un rôle à jouer. Paris a toujours été considéré comme une capitale rayonnante, culturelle, mondiale depuis des siècles. Il est temps aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'elle reprenne un petit peu d'essor. Il y a aussi des fondations, des initiatives privées comme celle de François Pinault, qui va réouvrir l'antenne parisienne à la Bourse du Commerce. Ce sont des signes forts qui montrent l'attrait que peut représenter aujourd'hui Paris. Le marché de l'art parisien retrouvera-t-il sa superbe à la faveur du Brexit? Si la route reste longue,
tous les espoirs sont permis. Anne-Elisabeth Moutet, vous voulez réagir? C'est tout à fait vrai que Paris, depuis des siècles, est un pays qui a un rayonnement artistique essentiel. Est-ce que ça veut dire que le marché de l'art va revenir tout le temps à Paris? Ça, je suis beaucoup moins sûre, parce que là, on n'est plus en train de parler d'Union européenne, on est vraiment en train de parler de législation française. Alors, il y a évidemment des changements de taxes, mais je ne pense pas qu'ils vont être aussi signifiants. En revanche, en France, l'État a le droit de préemption sur les ventes d'œuvres d'art. Et il y a aussi une législation qui est extrêmement favorable aux artistes, avec le droit de suite, et qui est comme une espèce de droit moral que l'artiste et ses descendants ont pendant un certain temps. Tout ceci, ça rigidifie, c'est un mot, le marché de l'art en France, et donc ça rend les transactions beaucoup plus difficiles. Et puis, il y a aussi, comme pour tout, il y a une extraordinaire bureaucratie dans le système des ventes en France qui est beaucoup plus regardante, je dirais. C'est peut-être un bien, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est beaucoup plus regardante que même la bureaucratie à Londres et dans d'autres capitales. Alors, vous êtes sceptique. Oui, c'est exactement comme la raison pour laquelle il y a très peu de milliardaires étrangers qui s'installent et c'est tout. Si vous achetez un Van Gogh, vous êtes un milliardaire par définition. J'admets que le marché de l'art, c'est pas seulement ça, mais aussi. Et il s'installe beaucoup moins en France parce que la France est un pays plus compliqué. On met le nez dans vos petites affaires, alors que Londres a attiré toutes sortes de gens des 5 continents, y compris des Chinois d'ailleurs. On parle donc de relocalisation d'entreprises en France suite au Brexit. D'après vous, c'est un mirage ou une réalité, Anna Boata? Pour l'instant, il y a quelques entreprises qui relocalisent, surtout dans les services financiers. Pour l'instant, on ne le voit pas vraiment sur la partie industrielle, probablement encore une fois parce qu'on n'est pas dans le vrai du Brexit avec cette période de transition sur les importations. Donc, il reste à voir si effectivement on décide dans la partie industrielle de finalement produire en Europe continentale, parce qu'avec toutes les barrières à la douane, ça va être beaucoup plus long pour pouvoir transporter des biens. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour ça, mais je pense qu'il y aura quelques réorientations. Mais sur les services financiers, bon, effectivement, Paris est en guerre finalement avec les autres capitales européennes. C'est ça ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, parce que chacun va un petit peu dans cette direction, sans vraiment de stratégie commune. Donc encore une fois, je parlais du marché des capitaux uniques, c'est en fait la clé au succès européen, parce qu'on ne veut pas juste rapatrier les services financiers qui sont aujourd'hui opérés depuis Londres pour le compte de l'Europe, mais on veut avoir un effet boule de neige pour dire on devient beaucoup plus important dans les services financiers, un peu comme les États-Unis ou d'autres, même Londres, parce que les États-Unis et le Royaume-Uni aujourd'hui, dans les services financiers, ils ont une part de marché d'à peu près 25%. 20-25%. Ce n'est pas le cas pour Paris ou Amsterdam, on est plutôt à 5%. Donc, on a vraiment du grand chemin à parcourir, et pour ça, la coordination est pour l'instant très, très faible. Et surtout, encore une fois, si on parle des points forts et points faibles, les points forts pour Paris, forcément l'attractivité de la capitale elle-même, et puis aussi la force du travail, parce qu'en termes de productivité, on est quand même assez similaire avec le Royaume-Uni. C'est la bonne nouvelle. Par contre, les points faibles sont liés à la taxation. Aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est imposition vraiment du travail, toutes les charges sociales, même le taux IS, qui est toujours plus élevé qu'au Royaume-Uni, même sans parler de la taxation des dividendes. Tout ça, c'est vraiment pas dans la faveur de notre capitale. C'est un petit peu ça le problème. Nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Merci à toutes les deux, Anne-Elisabeth Moutet et Anna Boata, pour ces échanges passionnants sur les conséquences du Brexit, notamment sur la France. Et nous allons continuer sur ce sujet qui est au cœur de l'actualité, avec un petit pas de côté en direction des étudiants qui sont eux aussi directement concernés. Alors pour cela, j'accueille tout de suite notre troisième invité, Jean-Pascal Sibier, qui est en visioconférence. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Pascal Sibier ?
Bonjour, hello, oui, très bien, très clairement. Bonjour. Je vais vous présenter tout de suite. Vous êtes diplômé de l'école doctorale de Sciences Po et c'est pendant vos études que vous avez fondé l'association Franco-British Connection, une association que vous présidez toujours d'ailleurs. Pour l'anecdote, vous vous êtes vu conférer par Sa Majesté la Reine Élisabeth II la distinction honorifique de membre de l'ordre de l'Empire britannique à titre étranger pour vos services rendus aux relations franco-britanniques. C'était il y a 2 ans, je crois. Oui, et pourtant je ne vous l'ai pas dit, donc vous avez fait de bonnes recherches. Oui, c'était dans la presse. Alors, vous avez fondé donc il y a une dizaine d'années l'association Franco-British Connection, qui a pour but de rapprocher des étudiants français et britanniques. Pouvez-vous nous en dire plus ? La première motivation, c'était de faire de l'analyse comparée, c'est-à-dire on a deux pays qui sont très comparables en termes de population, d'histoire commune, d'influence culturelle, et qui sont en même temps tellement différents, comme le disait Anne-Elisabeth Moutet il y a quelques instants. L'idée, c'était de voir comment ces deux pays, qui sont de taille moyenne à l'échelle mondiale, mais qui sont quand même membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, comment est-ce qu'ils ont pu développer des écosystèmes où des pays de la défense, de la recherche ou des politiques sociales, et de voir là où il y avait des bonnes pratiques, des points de convergence, des points de divergence. L'idée était aussi d'un peu analyser, d'avoir une analyse un peu européenne qui ne soit pas juste autour du Paris-Berlin, mais aussi d'avoir cette perspective Paris-Londres. Et donc l'objectif de notre association était au départ sur la recherche. On a ensuite étendu nos activités pour organiser des débats en style parlementaire britannique, des sommets étudiants dans lesquels on invitait une centaine d'étudiants français et britanniques à se rejoindre dans chacun des deux pays. On a organisé beaucoup de pitch contest, c'est-à-dire des propositions pour des étudiants de venir apporter une solution concrète et de recevoir un financement, un seed funding, un premier financement pour voir s'ils pouvaient les mettre en œuvre. Et ça depuis plus d'une dizaine d'années. Les étudiants sont en première ligne face au Brexit, notamment parce qu'ils sont nombreux à effectuer une partie de leurs études à l'étranger et que beaucoup de Français, notamment, choisissent le Royaume-Uni. Pourquoi cet intérêt des étudiants français pour Londres ? Alors, les chiffres nous indiquent qu'en fait, il y a 14 000 à peu près Français qui vont directement s'inscrire dans une formation diplômante au Royaume-Uni. Et si on les met au regard des étudiants français qui bénéficiaient du dispositif Erasmus, c'est à peu près 4 500. Donc, on voit très clairement que le dispositif Erasmus était bénéfique pour ces échanges, mais que spontanément, les Français aiment aller au Royaume-Uni, s'inscrire dans des formations diplômantes, que ça soit en économie, mais que ça soit aussi dans des écoles d'art ou dans beaucoup d'autres types de formations. Il y a un facteur qui est évidemment un facteur de proximité, c'est-à-dire entre les deux capitales. Londres, c'est une ville de 9 millions d'habitants qui se trouve à 2h15 en train de Paris. Aucune autre ville d'une telle taille est aussi proche en termes de temps de trajet. Mais il n'y a pas que Londres. Il n'y a pas que Londres, tout comme en France, il n'y a pas que Paris. En Écosse, il y a beaucoup d'universités. C'est un pays, on va dire, une nation britannique peu peuplée, mais qui a beaucoup d'universités et qui attire aussi beaucoup de Français pour justement ce côté un petit peu, je dirais, exotique. Là où les étudiants sont attirés par le Royaume-Uni, c'est aussi les perspectives et la filière de recherche. On a 3000 chercheurs français établis au Royaume-Uni, ce qui est quand même énorme. Et le Royaume-Uni aussi, ce pays qui attire beaucoup, c'est quand même le pays européen qui a le plus de prix Nobel. Alors en France, on en a moins, on en a presque la moitié de moins, mais on a aussi beaucoup de médailles de Fields, heureusement. Il ne faut pas non plus se dévaloriser trop facilement. Et pour finir, je vous dirais que finalement, je vous parlais de la filière recherche, mais les entreprises aussi les entreprises françaises peuvent aussi être très implantées au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est le deuxième pays après les États-Unis où il y a le plus de filiales françaises, avec à peu près 3600 qui sont des chiffres de 2017, donc qui ont peut-être un peu évolué avec le Brexit, mais c'était quand même un chiffre très conséquent. Une réaction peut-être, Anna Boata, sur l'attrait des universités britanniques pour les étudiants étrangers ? Ben oui, justement, est-ce que les Britanniques vont continuer à rester très attractifs pour les étudiants étrangers, puisque c'est ce qui explique leur succès dans les services financiers aujourd'hui. Quand on regarde vraiment les compétences importées, forcément, on est un peu comme le Luxembourg, si vous voulez. Ils sont un petit peu similaires, des pays qui sont très attractifs pour attirer les talents et donc qui
explique le succès aujourd'hui de leur place financière. Même si Luxembourg, c'est très spécialisé, c'est plutôt un marché niche. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort aujourd'hui que Paris ou encore plus que Francfort, par exemple, ou Amsterdam. Même si Amsterdam est quand même assez attractif aussi pour les étudiants étrangers. Donc clairement, quand on parlait de la main-d'œuvre importée, bah, ça se joue aussi à ce niveau-là, au niveau des étudiants, et pas seulement juste au niveau de la force du travail qui vient au Royaume-Uni pour travailler alors qu'elle a fait ses études ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui se construira dans le temps, je pense. Le seul problème que je vois, c'est cette équivalence des études. Parce que, a priori, ou alors en théorie, le deal dit que les diplômes ne sont plus équivalents dans toute une panoplie de métiers, surtout les métiers libéraux. Donc, ça va être un peu compliqué, si vraiment c'est le cas, de faire des études au Royaume-Uni et ne pas avoir l'équivalence avec l'Europe. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est pas clair. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? Mais si vraiment c'est le cas, du coup, l'attractivité sera moindre parce que personne ne veut avoir un diplôme qui n'a pas d'équivalence en Europe quand même, quand on est européen. Et on sait justement qu'ils étaient très attractifs aussi pour une grande partie des étudiants européens. Je vais me tourner vers vous, Anne-Elisabeth Moutet, vous qui avez effectué une partie de vos études en Grande-Bretagne, à Londres, je crois. Comment vous voyez cette situation ? Eh bien, dans le programme Erasmus, il y avait tout de même beaucoup plus d'étudiants européens qui allaient étudier en Grande-Bretagne, justement à cause du renom de ces universités, que l'inverse. Et donc, les Britanniques avaient l'impression qu'ils étaient très perdants dans ce programme. C'est un peu dommage que les dispositions qui permettraient pour certains étudiants d'avoir des bourses d'études n'ont pas encore été explorées. Mais on peut aussi comprendre, je crois que c'était plus de 100 000 étudiants européens qui allaient en Grande-Bretagne, et 40 000 étudiants britanniques qui se distribuaient dans le reste des pays européens. Donc ça faisait vraiment une grosse différence. Alors, ce que disait Anna tout à l'heure, il y a des disciplines dans lesquelles il est indispensable d'avoir un diplôme équivalent, mais si vous voulez, alors pour le droit certainement, encore que je pense qu'on doit pouvoir arriver à des accords d'université à université et de système à système, parce qu'on voit bien les différentes disciplines et la nécessité de plaider dans différents barreaux, c'est quelque chose qui va être nécessaire. Mais pour toutes sortes de disciplines libérales, ou même pour les mathématiques, je dirais, c'est pas très grave que le diplôme n'ait pas d'équivalence, parce que si on connaît l'excellence du diplôme, eh bien, quelqu'un vient avec un diplôme de l'université d'Oxford, avec un first d'Oxford ou de Cambridge, je pense pas qu'ils auront un problème à trouver du boulot en France. Donc, sur les trucs qui sont encadrés par de l'administratif, même la médecine, et la question se pose vraiment oui, pour le reste, non. Il y a tout de même beaucoup plus d'universités britanniques dans le classement de Shanghai, y compris en tête du classement de Shanghai, qu'en France, où, à ma connaissance, je ne sais même pas si on en a une, je ne suis pas entièrement sûre, peut-être que Polytechnique, dans le cadre du campus de Saclay, mais j'en suis même pas sûre. À vérifier. Vous voulez ajouter un mot avant de terminer, Jean-Pascal Sibier? Ce sont des valeurs interculturelles que vous cherchez à promouvoir par le biais de votre association. Aujourd'hui, ces valeurs sont un petit peu mises à mal, vu la situation et les difficultés de circulation au niveau mondial. Comment promouvoir ces valeurs malgré tout? C'est un peu un retour aux sources. Quand on a démarré notre projet, on faisait tout en ligne en fait, puisqu'on n'avait pas les moyens de s'offrir des billets d'Eurostar quand on était étudiant très souvent. Et donc on faisait beaucoup de choses en ligne. On avait lancé un prix qui s'appelait le débat cordial, qui était un échange de plaidoyer en français ou en anglais. Et finalement, on va remettre en avant ce modèle. On va essayer aussi de faire des joutes oratoires, et puis on va aller beaucoup vers la communication visuelle et faire évoluer la façon dont on peut réunir des étudiants et les inciter à traverser la Manche. Alors, évidemment, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué parce que les cours sont présentiels, le Brexit est en plus là, mais voilà, on va devoir se réinventer et on a des projets dans les tuyaux qui vont j'espère bientôt voir le jour. Donc wait and see. Merci à tous les trois pour ces échanges. Anna Boata, Anne-Elisabeth Moutet et Jean-Pascal Sibier. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.